Fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale et de la tribune du mardi, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire qui, une fois de plus, revient sur la rencontre de l'Union africaine, un sommet extraordinaire qui a été annoncé et qui est donc bouclé avec la passation de charge entre le président sortant de l'exercice précédent, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Union africaine, 33e sommet, est-il possible de taire les armes dans les conditions actuelles? C'est le thème de ce numéro de la Tribune du mardi pour lequel nous avons sur ce plateau Lagrange Simenou Agnankpe. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, chers téléspectateurs. Je précise que vous êtes consultant, directeur général du cabinet Lige Council et que vous êtes diplomate. À ma gauche, monsieur Laurent Angué-Mezui, qui est président du RPG, une formation politique au Gabon, et président du RG41. RPG 41. Non, PG 41. Du PG 41. Merci de le préciser, qui est une plateforme de défense de l'opposition, de défense des droits de l'homme, et bien sûr qui œuvre pour le renforcement de l'état de droit. Ce soir, il est donc question de l'Union africaine et de ce 33e sommet d'Addis Abeba. D'abord, nous allons revenir sur le discours du président Cyril Ramaphosa, président sud-africain, au moment de prendre ses fonctions. Il a rappelé ces deux points qui vont constituer, bien sûr, on va dire, le cœur de son action. L'Union africaine a décidé il y a quelques années que 2020 devait être l'année du silence des armes à feu. Maintenant, un certain nombre de conflits sont toujours en cours sur le continent et nous allons travailler avec tous les pays pour voir comment nous allons apporter la paix au mieux dans de nombreuses parties de ce continent. Notre continent est confronté à des défis intéressants, mais nous avons également de merveilleuses solutions pour certains de ces défis. Par exemple, du côté commercial, nous avons signé l'année dernière un accord de libre-échange en Afrique et c'est l'année où nous devons maintenant le mettre en œuvre. La présidence tournante va s'assurer de sa mise en œuvre. Et je rappelle, avant de poursuivre, que nous allons avoir en ligne, ce n'était pas encore tout à fait acquis, mais c'est désormais définitif, eh bien on aura en ligne Sédik Abba, qui est géopolitologue spécialiste de l'Afrique, éditorialiste également, et nous aurons aussi Paul Kananoura. Sédik Abba sera joint d'Abidjan en Côte d'Ivoire et Paul Kananoura est à Bordeaux en France. C'est un spécialiste des questions géopolitiques, de la gestion des conflits. Nous allons poursuivre avec vous, messieurs, cette fois avant de voir ce qu'il en est de la zone économique de libre-échange spéciale qui a été mise sur les fonds baptismaux il y a quelques mois. Et le président Macky Sall, vous le verrez, va revenir sur cette zone de libre-échange. Mais d'abord, le président Cyril Ramaphosa, Laurent Angué-Mezui, a d'entrée indiqué sur quoi il va s'appuyer, sur quoi il va travailler dans l'intérêt de l'Union africaine. Ok, merci. Effectivement, nous venons de suivre l'intervention du président sud-africain, nouveau président donc de l'Union africaine, qui met l'accent sur deux points exactement, à savoir faire taire les armes parmi les défis, mais également mettre en pratique l'accord de libre-échange dans le domaine économique. Donc en fait, ce sont les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Nous sommes sujets à des conflits multiformes sur le continent africain et nous ne pouvons qu'être satisfaits de voir qu'enfin les dirigeants africains se penchent sur ce problème qui conditionne à plus d'un titre le développement de l'Afrique. Donc véritablement, nous allons voir comment est-ce que cela va être implémenté sur le terrain. Comment cela va être implémenté
le président Cyril Ramaphosa est à la tête de l'Afrique du Sud, qui est la première puissance militaire du continent et peut-être la première puissance économique également. C'est un atout pour l'Union africaine ? Effectivement, je dirais que c'est un grand atout et il faut déjà saluer le travail qui a été abattu par le président Al-Sisi avant de passer la main au président sud-africain. Nous avons vu les avancées qui ont été faites au niveau du Conseil de paix et de sécurité. Nous avons vu les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et ce sont tous ces résultats qui ont été obtenus. Il y a eu effectivement des défis, il y a encore à faire. Et c'est, je dirais, ce résultat qui a été transmis à M. Ramaphosa, le président sud-africain, qui a d'entrée de jeu clarifié les points sur lesquels il souhaiterait vraiment s'appuyer. C'est vrai, l'Afrique du Sud est une puissance militaire en Afrique, mais n'allons pas trop loin, ne nous attendons pas à de grandes avancées dans la mesure où l'Union africaine est une institution continentale. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très difficile de parler d'une même voix lorsqu'on est à plusieurs. C'est vrai que des avancées ont été également faites dans ce domaine sur beaucoup de plans, mais ne soyons pas déjà très optimistes parce que les défis à relever sont très grands au niveau de la sécurité, au niveau de la paix et au niveau également de l'accord de libre-échange continental africain. On fait bien de le souligner, les défis sont grands, mais nous vous proposons, avant de joindre en France Paul Kananoura, qui est président de l'Institut Mandela et spécialiste en gestion de conflits, d'écouter un extrait de l'allocution du président du Sénégal, Macky Sall, à propos de la zone de libre-échange continentale. Avec le lancement en juillet dernier à Niamey de la zone de libre-échange continentale africaine, le processus d'intégration du continent a franchi une étape nouvelle vers le marché commun. Le Sénégal s'y prépare avec l'adoption prochaine de sa stratégie nationale de l'ECAF, résultant d'une démarche inclusive par une concertation ouverte à tous les acteurs, État, secteur privé, partenaires sociaux et société civile. En tant que président du Conseil des ministres des États partis à la ZLECAf, le Sénégal souhaite la finalisation diligente des négociations dans les domaines clés tels que les offres tarifaires, les règles d'origine, les listes d'engagement au niveau des services ainsi que l'opérationnalisation du secrétariat tel que l'a indiqué le président Issoufou. L'adoption des textes a été longue et laborieuse. Les défis devant nous sont encore complexes puisqu'il s'agit d'appliquer nos textes tout en assurant la libre circulation des personnes et des biens. Cela veut dire qu'il faudra intensifier la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures du NEPAD. Il nous faut plus de routes, plus d'autoroutes, de chemins de fer, de ports et d'aéroports, ainsi que des réseaux de télécommunications pour que ces échanges entre Africains puissent devenir une réalité. Cela veut dire qu'il faudra également éliminer les tracasseries tarifaires et non tarifaires, y compris les perceptions indues aux frontières. Et c'est à ce prix que la ZLECAf sera véritablement effective. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Paul Kananoura, bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir les téléspectateurs. Alors Paul Kananoura, nous venons de suivre le président Macky Sall sur la zone de libre-échange continentale qui doit être effectivement mise en œuvre, et le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui s'est exprimé précédemment, a indiqué que cette présidence tournante va travailler à la mise en œuvre réelle de cette zone économique de libre-échange. Est-ce que l'Afrique du Sud, avez-vous le sentiment, a les coudées franches pour pouvoir relever ce défi? Oui, bien sûr, évidemment. L'Afrique du Sud est la deuxième puissance économique du continent. Et je pense que
sa prise de position forte pour la zone de libre-échange continentale est une bonne chose pour l'effectivité de sa mise en œuvre, premièrement. Et deuxièmement, je pense que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a aussi va concentrer son travail à la résolution des conflits. Et je pense qu'on ne peut pas faire une zone de libre-échange continentale sans la stabilité ni la sécurité. Et je pense que les deux piliers sont liés. Et d'ailleurs, si vous constatez, il a convoqué deux sommets au mois de mai à Pretoria, un sur la sécurité et l'autre sur la zone de libre-échange continental. Donc pour lui, il n'y a pas de développement et il n'y a pas de libre-échange continental sans sécurité. Il n'y a pas de libre-échange continental sans sécurité. Nous avons, messieurs, en ce qui concerne la zone de libre-échange continental, un obstacle majeur. Il s'agit de la libre circulation des biens et des personnes d'une région à l'autre qui n'est pas effective sur le continent. Tout à fait, effectivement. Je voudrais d'abord dire que l'engagement du président sud-africain rentre dans le droit fil de les missions, les buts visés par l'Union africaine, à savoir œuvrer pour la démocratisation et surtout œuvrer pour les droits de l'homme en Afrique. Alors, la libre-échange entre les pays, effectivement, est confrontée à des difficultés internes à chaque pays. Vous le dites si bien, nous ne pouvons pas arriver à cette libre circulation que si les États sont sécurisés. Il arrive aujourd'hui que trop de contraintes sont à nos frontières et l'insécurité y règne. Alors donc, mais le problème est de savoir, nous voulons effectivement implanter ce commerce inter-État en Afrique. La première conditionnalité pour que le développement ou alors le commerce puisse se faire en toute sérénité, c'est la paix, c'est la sécurité. Mais malheureusement, aux frontières des États africains règnent beaucoup de conflits, règnent beaucoup d'insécurité et parfois même il y a des groupes armés qui imposent leur dictat à nos frontières. Il est donc important de stabiliser d'abord ces pays parce qu'il ne saurait y avoir de libre-échange s'il n'y a pas de sécurité. Et c'est pourquoi moi j'estime que s'engager d'abord pour la paix est un challenge pour le président sud-africain, mais nous ne devrions pas regarder, nous allons imposer la paix, oui, mais qu'est-ce qui a suscité cette situation d'instabilité? Il faut d'abord regarder les origines avant de vouloir soigner. Il ne faut pas seulement apporter la solution sans faire les contours. Il faut voir la relation de cause à effet. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à circonscrire les causes à l'origine de cette instabilité des États africains, alors à partir de ce moment-là, j'estime que nous pouvons œuvrer effectivement vers cette libre circulation entre les pays. Et nous avons, on le rappelle, Paul Kalanoura, que nous allons reprendre, mais avant de le reprendre et de permettre à Lagrange Simenou Agnankpe de réagir, eh bien, nous allons aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire, joindre Sédik Abba. Sédik Abba qui est géopolitologue, spécialiste de l'Afrique indépendant, qui est également éditorialiste et écrivain prolifique. Sédik Abba, bonsoir. Alors, comment arriver à taire les armes dans les conditions actuelles ? Oui, on peut le dire, puisque vous savez que cet objectif a été fixé il y a 10 ans. Et il était prévu qu'on arrive à faire taire les armes en 2020. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'on n'a pas réussi à le faire. Et il avait même été décidé
décidé de nommer l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie, M. Lampam Lamamba, comme chargé spécialement de cette question pour faire avancer les armes. Et aujourd'hui, le constat, c'est que entre le moment où on avait annoncé cette décision il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a même de nouveaux conflits qui se sont ajoutés sur le continent. Je pense à la Centrafrique, je pense à la Libye, je pense à l'aggravation de la situation au Sahel. Donc, le résultat n'a pas été atteint. Mais la volonté politique est déjà une chose. Maintenant, c'est que, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de donner le moyen, puisqu'on n'a pas pu le faire en 2020, d'y arriver en 2025 ou en 2030. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a encore de la mobilisation. Si on veut atteindre un objectif comme celui-là, ambitieux, il faut se donner le moyen d'y arriver. L'Union africaine n'a pas encore d'armée, même si des projets sont actuellement en cours. Alors, est-ce que le fait de compter sur des apports extérieurs ne va pas constituer une faiblesse pour arriver, bien entendu, à cet objectif de paix sur le continent? Oui. Il y a, quand on dit qu'il faut faire taire les armes, il y a la dimension politique et il y a la dimension militaire. Vous faites bien de rappeler que l'Union africaine n'a pas d'armée, la force africaine en attente, qui devait être composée de 5 brigades à raison d'une brigade par rejoint, n'a pas encore été mise en place. De ce point de vue, il n'y a rien à espérer. Parce que, en plus de la force en attente, en 2013, lors du 50e de l'Union africaine, de l'OUA qui est devenue l'Union africaine, il avait été décidé de créer la capacité africaine de réaction rapide, la CARI. Ça n'a pas été fait. Maintenant, sur le plan politique, il faut effectivement se mobiliser. Et il ne faut pas, non seulement il ne faut pas compter sur l'extérieur pour arriver à réaliser une telle ambition, mais il faut aussi politiquement empêcher que des interférences extérieures viennent aggraver les situations de conflit en Afrique. Quand vous prenez la Somalie, ce qui se passe en Somalie, les Al-Shabaab qui luttent contre le gouvernement reçoivent des soutiens extérieurs à l'Afrique. Quand vous prenez la Libye, il y a des interférences non africaines, il y a des acteurs non africains qui s'ingèrent. Donc, politiquement, il faut empêcher que ces acteurs non africains viennent se mêler à nos affaires si on veut arriver. Et puis, militairement, il faut empêcher aussi que des acteurs extérieurs qui sont intervenus ici et là sur le continent pour appuyer, il faut empêcher tout cela. Si on veut réaliser cette ambition africaine, il faut se donner les moyens politiques et militaires africains pour y arriver. On ne peut pas compter sur l'extérieur à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan politique pour y arriver. Parce que si on fait taire les armes, les marchands d'armes qui ne sont pas en Afrique, les marchands d'armes sont dans d'autres parties du monde et ça ne les arrange pas. Les pays qui viennent d'Afrique comme le théâtre, le lieu de leur influence, ça ne les arrange pas non plus. Donc, il nous appartient à nous, Africains, de mettre les moyens pour faire taire les armes, les moyens diplomatiques et les moyens militaires aussi. Il appartient aux Africains de tout mettre en œuvre pour faire taire les armes. La grande Chimène Yankwe, les Africains doivent s'organiser pour avoir au moins une force capable de se déployer sur le terrain. Effectivement, il faut dire que la responsabilité du développement ou de la paix en Afrique relève particulièrement des Africains, relève à 90% des Africains. Les nations étrangères ne viendront pas construire notre continent. Et comme il l'a dit, l'Afrique ne fabrique pas des armes. Nous ne fabriquons pas des armes. Nous ne sommes pas des fabricants des armes, mais nous sommes le continent où les armes circulent le plus. Donc, pour faire taire les armes en Afrique, je pense que le processus va être long. En 10 ans, ça n'a pas pu être réalisé. Et il vaut mieux d'abord réduire au silence les armes, réduire au silence, c'est-à-dire réduire la capacité de détonation des armes avant d'arriver à complètement faire taire les armes. Et réduire le crépitement des armes, il faut mener un certain nombre de démarches, comme il l'a dit, un certain nombre de démarches politiques, un certain nombre de démarches diplomatiques. Et cela demande non seulement des moyens, mais cela demande la volonté politique. Est-ce que les États dans lesquels ces armes-là circulent, les États où ces armes-là crépitent le plus, sont vraiment résolus à ce que les armes se taisent un temps soit peu? Est-ce qu'ils sont décidés? Il y a d'abord la décision.
la décision politique. À la suite de la décision politique, il y a des stratégies à mettre en place et peut-être des accompagnements à demander. L'Union africaine est dans une dynamique où il faut vraiment parler d'abord d'une même voix. C'est vrai, aujourd'hui, le principe est acquis, le principe a été accepté. Il faut parler d'une même voix, mais ce n'est pas toujours évident, en raison des dissensions qui sont peut-être normales en Guémezuy. Tout à fait. Effectivement, son Excellence disait tout à l'heure que pour faire taire le crépitement des armes, il faut d'abord, d'une part, une bonne dose de volonté politique. Parce que c'est le politique qui est déterminant en tout. Si il n'y a pas de volonté politique, nous n'arriverons pas à faire taire les armes. Premièrement. Deuxièmement, je disais tantôt qu'il fallait voir les causes à l'origine de ces conflits. Quand on regarde ces causes, il y a quoi principalement? Il y a la non-perspective d'une alternance politique dans un pays. Il y a la pauvreté. Il y a effectivement que les populations vivent dans des conditions assez précaires. Et lorsque ce tableau sombre est planté, nous voyons bien que ceux qui effectivement vendent les armes ou alors qui sont derrière la vente de ces armes-là, ils vont trouver un terrain propice. Parce qu'à partir de ce moment-là, les populations sont prêtes à se retrouver dans des conditions difficiles et ils vont rentrer dans des... Mais en ce qui concerne le conflit libyen, parce qu'au niveau de l'Union africaine et lors de ce 33e sommet, il en a beaucoup été question. Le conflit libyen qui est considéré, à juste titre, comme l'épicentre de tout ce désordre, l'Union africaine doit absolument, et c'est ce qui a été demandé et répété, reprendre la main sur la crise libyenne pour proposer des solutions et s'imposer. L'Union africaine n'a pas manqué de proposer des solutions. Mais ce qui s'est souvent passé... Elle a manqué de poids. L'Union africaine a manqué d'unité. Vous savez, l'Union africaine a beaucoup manqué d'unité et, comme nous le disions tantôt, elle a manqué du respect de la parole donnée au niveau de certaines de ces entités. Aujourd'hui, l'Union africaine dispose de 3 sièges au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies où les grandes décisions se prennent dans le cas d'espèce. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir le Niger, qui est un pays qui subit les affres de ce terrorisme, de cette insécurité, qui siège dans ce dispositif des A3. Permanent. Oui, dans ce dispositif des A3 dont on parle. Nous avons le privilège d'avoir la Tunisie, qui est un pays qui n'est pas très lointain de la Libye. Et il faut dire que l'Union africaine a réussi quand même à faire entendre sa voix. C'est-à-dire laisser les Africains intervenir et dire ce qu'il faut pour que les problèmes en Afrique se règlent. Il y a eu pas mal de rencontres récemment et il y a également une rencontre qui s'annonce bientôt. Donc je pense que dans le cas et par rapport à la Libye, l'Union africaine a beaucoup fait en fonction des moyens qu'il y avait. Les problèmes qui se posaient également étaient des problèmes de respect de paroles données. Quand vous imaginez que vous avez 3 pays au niveau du Conseil stratégique de décision qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies et que l'Union africaine prend une décision et à ce Conseil-là, un pays se désolidarise. Ça fragilise. Ça amène à dire que l'Union africaine n'est pas encore en train de parler d'une même voix réellement. Donc, et on va recueillir l'avis de Paul Kananoura qui est en ligne. Paul Kananoura, est-ce que l'Union africaine manque de cohésion ou avez-vous le sentiment que l'Union africaine est fragilisée, comme vient de l'indiquer la grande Siménou Agnankpe, par des luttes intestines? Je pense que c'est plus grave que cela en fait. Il faut fixer quelques points pour comprendre le débat. Le sommet de 2013 de l'Union africaine a pris un engagement ferme de mettre fin aux conflits armés en Afrique avant 2020.
c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, le 33e sommet de l'Union africaine en 2020 a été déterminé, voire déterminé par les conflits armés en Libye et aussi au Soudan et le terrorisme au Sahel. Le troisième point, c'est il faut noter la colère de Moussa Faki, le président de la Commission, sur l'absence de solidarité des pays africains envers les États menacés par l'effondrement sous le coup des djihadistes. Et quatrièmement, je pense qu'il faut aussi noter effectivement le problème de financement. Est-ce que l'Union africaine veut mobiliser 750 millions de dollars pour financer les opérations de la paix qu'elle n'arrive pas à trouver? Et en fait de compte, nous constatons effectivement que le continent est toujours reste confronté au défi d'asseoir un climat de paix et de sécurité. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas trop tard. Au moins, je pense que les Africains commencent ou semblent avoir en fait compris que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de prospérité, de développement. C'est déjà un grand pas. Et comme s'il y a un grand pas, je pense qu'il va aussi vers une sorte de cohésion à ce que la sécurité collective. Et Sédi Kaba, dans un plaidoyer publié au journal Le Monde le 6 janvier dernier, eh bien vous avez défendu l'idée selon laquelle l'Union africaine doit tout faire pour s'imposer dans le conflit libyen, pour peser et arriver à imposer ses solutions. Oui, je pense que le problème de la Ligue arabe, qui n'est pas le problème de l'Afrique, c'est que dans la Ligue arabe, il y a des gens qui sont juste partis en Libye. Quand vous prenez un pays comme l'Égypte, soutient le maréchal Haftar. L'Arabie saoudite, ce n'est pas un secret, soutient le maréchal Haftar. Les Émirats arabes unis soutiennent les Émirats. Donc, la Ligue arabe, il y a beaucoup de pays qui sont des acteurs et même du conflit. Je ne pense pas que la Ligue arabe ait la même légitimité que l'Afrique. En Afrique, il n'y a pas à proprement parler des pays qui soutiennent l'un ou l'autre camp. Quand vous prenez un pays comme l'Algérie, l'Algérie a beaucoup de crédibilité à la fois auprès de Haftar et auprès de Sarraj. C'est la même chose pour les voisins de la Libye. La plupart des voisins comme la Tunisie, comme le Niger, le Tchad, etc., ont observé une certaine neutralité. Ce qui, moi, de mon point de vue, est un atout parce que les pays africains ne sont pas alliés à un des camps. On a une neutralité aujourd'hui sur laquelle on peut capitaliser. Et le retour de l'Algérie sur la scène diplomatique, parce que pendant longtemps, la question intérieure a fait que l'Algérie s'est un peu désintéressée du conflit libyen et même de ce qui se passe au Sahel. Aujourd'hui, l'Algérie a un nouveau président et on sent la volonté de l'Algérie de revenir dans le jeu. Et l'Algérie, le président algérien était au sommet d'Addis Abeba. L'Algérie veut s'engager. Je pense que si l'Union africaine capitalise avec l'engagement de l'Algérie, avec l'engagement des voisins de la Libye, il y a une chance que l'Union africaine, que l'Afrique reprenne la main. Et pour moi, la solution ne peut être que africaine. C'est parce que l'Afrique a repris la main sur le dossier que les choses pourraient avancer. Et vous avez vu lors du sommet d'Addis Abeba, le secrétaire général des Nations Unies qui était là, M. Guterres, a dit qu'on ne peut pas faire le règlement de la crise libyenne sans l'Afrique, sans l'Union africaine. Et l'Union africaine aujourd'hui va devenir un acteur majeur. À mon avis, ça va permettre d'avancer les choses parce que l'Union africaine peut taper du poing sur la table pour dire nous, on ne veut pas que d'autres acteurs, que la Turquie vienne s'ingérer, que l'Arabie saoudite vienne s'ingérer, que les Émirats arabes, que tous ces acteurs non africains viennent s'ingérer. Et de ce point de vue, je pense que le plaidoyer que j'ai fait pour le retour de l'Union africaine dans le jeu diplomatique a été entendu, puisque en plus
plus, avant Addis même, il y a eu la rencontre de Brazzaville où le comité spécial de chef d'État a été présidé par Denis Sassou, le président Sassou Nguesso, a été activé, a commencé à faire son travail. Là, je pense que si vous mettez le sommet, la réunion de Berlin et la prochaine réunion sur la Libye qui va avoir lieu, que l'Algérie a proposé d'accueillir, il y a de l'espoir qu'on sorte du conflit libyen. Et qui dit la fin du conflit libyen dit aussi un début de résolution de ce qui se passe au Sahel, parce que, comme vous savez, la crise au Sahel est alimentée par la dégradation de la situation en Libye. La crise au Sahel est alimentée par la dégradation de la situation en Libye. Sédi Kaba a justement évoqué ces différences qu'il y a entre la Ligue arabe et l'Union africaine qui ont fragilisé l'Union africaine dans la gestion du conflit libyen. On le rappelle, qui est considéré comme l'épicentre de tous les problèmes terroristes sur le continent africain. Tout à fait, et effectivement, Sédi avait tout à fait raison de penser que l'Union africaine, effectivement, pouvait taper du poing sur la table à une seule condition, qu'il parle d'une même voix. Vous savez, Excellence le disait tout à l'heure, tant que nous ne prenons pas la mesure de la situation qui est la nôtre, espérant que le salut viendrait d'ailleurs, c'est que nous faisons fausse route. Il est question aujourd'hui que les Africains prennent leur destin à deux mains. Il est question aujourd'hui que les voisins libyens qui effectivement vivent les affres de ce conflit libyen puissent effectivement s'y impliquer. Parce que chez nous, on dit lorsque la maison d'un voisin prend feu, il faut s'attendre à ce que la vôtre également, à votre tour, prenne feu. Donc, tant que nous ne prenons pas la mesure de ce qui se fait ailleurs, chez le voisin, ne soyons pas étonnés que demain nous soyons également pieds pleins dans ces mêmes problèmes. Et c'est pourquoi j'estime que la solidarité africaine doit prévaloir. La solidarité africaine doit se manifester, ce d'autant plus que nous voyons d'autres partenaires impliqués dans ces différents conflits. Et lorsqu'on regarde, ce n'est pas pour la résolution de ces problèmes, c'est pour finalement enflammer le problème d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'il y a prise de position, nous ne créons pas les conditions de la résolution des problèmes, parce qu'on ne peut pas être jugé parti en même temps. Mais la position du Niger et des autres pays qui est de garder cette neutralité peut effectivement rassurer les deux camps. Et je crois qu'à partir de cet instant, les Africains peuvent accueillir sur leur propre sol des assises menant à la résolution de ce conflit qui n'a que trop duré. Donc moi je crois qu'il faut l'implication des Africains. On ne peut plus, Guterres l'a dit, on ne peut pas résoudre aujourd'hui un conflit en Afrique sans associer les Africains eux-mêmes. À la limite, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent trouver des solutions aux idoines, quitte à se faire accompagner par les autres, mais c'est à nous-mêmes de prendre le devant de la scène, de prendre le bâton de pèlerin, de sillonner pour dire qu'il est hors de question que des solutions ne soient imposées d'ailleurs. Solutions qui, quand on essaye de les prendre avec recul, il y a toujours quelques petits pièges derrière pour voir si nous n'allons pas tomber, pour voir si tel est partant, parce qu'il faut alimenter le conflit. Excellence le disait tout à l'heure, mais nous ne fabriquons pas des armes. Mais vous voyez qu'il y a un enjeu économique derrière les conflits en Afrique. Si nous arrivons à faire taire les armes en Afrique, ceux qui fabriquent ces armes, ceux qui les vendent, n'auront plus effectivement d'opinion sur eux. Donc, c'est à nous de prendre effectivement conscience de ce que nous avons à construire notre continent. C'est d'abord nous-mêmes avant de compter sur autrui. Construire le continent sans la paix est impossible. Sédi Kaba, ces derniers temps, nous enregistrons notamment au Burkina Faso du côté de la frontière avec le Mali, des attaques terroristes récurrentes, répétées, avec des dizaines de morts. Est-ce que cette situation ne vient pas aggraver la situation sécuritaire, le problème sécuritaire qui est déjà assez complexe dans la région du Sahel? Tout à fait. C'est tout à fait
été quasiment épargné. Il n'y avait pas de situation au Burkina. La situation s'est dégradée, la situation, le Burkina a été contaminé par la crise malienne et très vite la situation au Burkina s'est aggravée. Aujourd'hui, elle est une des plus inquiétantes. La situation au Burkina est une des plus inquiétantes. Donc, il y a, comme il a été dit déjà à plusieurs reprises, si on réussit à résoudre la situation au Nord Mali, c'est clair que ça va impacter le Niger, ça va impacter le Burkina, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'épicentre des activités terroristes, c'est la zone des 3 frontières. Et les terroristes sont cachés dans la partie malienne des 3 frontières, c'est à partir de là qu'ils opèrent. Donc si on réussit, comme il y a espoir aujourd'hui, avec la montée en puissance des moyens militaires français, la meilleure coordination entre Barkhane et les armées africaines, puisque comme vous savez, une cellule a été créée la semaine dernière à Niamey pour mieux coordonner les actions entre Barkhane et les armées de la sous-région. Il y a un début de solution, à mon avis, avec premièrement le retour de l'armée malienne à Kidal, comme ça a été amorcé aujourd'hui. Et si l'armée malienne se réinstalle à Kidal, l'État malien se réinstalle dans le nord parce qu'une partie des terroristes se cache là-bas, plus la reprise en main de la situation dans la zone des 3 frontières, qui est la frontière commune au Niger, au Burkina et au Mali. Si vous mettez tout cela ensemble et vous ajoutez l'approche politique nouvelle que le Mali a choisie, celle de discuter avec Yad Agali, celle de discuter avec Amadou Koufa, si vous mettez tout cela ensemble, on peut réussir à inverser la situation, une amélioration de la situation et une reprise en main de la situation dans la zone de 3 frontières aura un impact positif sur la situation au Burkina qui, comme vous l'avez dit aujourd'hui, est très très préoccupante et qui ça se dégrade de jour en jour. Il faut agir vite pour empêcher que le Burkina s'effondre, l'état du Burkina. Parce que vous savez, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a dit qu'il y a un risque d'effondrement dans certains pays du Sahel et le Burkina, de mon point de vue, est le pays le plus menacé d'effondrement. Donc il faut agir vite pour empêcher que la situation au Burkina se dégrade, puisque le Burkina est une sorte de digue. Si la digue saute au Burkina, ça va contaminer la Côte d'Ivoire, ça va contaminer le Togo, ça va contaminer le Ghana. Tous ces pays sont frontaliers du Burkina Faso et un effondrement du Burkina va faire que les djihadistes vont gagner la partie côtière du continent, ce qui serait un grave danger pour toute la sous-région. Paul Kananoura, avant de revenir sur ce plateau, la digue burkinabé menace de s'effondrer, Sedi Kaba vient de le souligner. Il y a eu des mesures d'urgence prises par les autorités burkinabées, mais sont-elles suffisantes pour arriver à empêcher cet effondrement qui est redouté? Bien, je crois que toutes les propositions de solutions est tout à fait bonne. Je pense que ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour les appliquer? Ça, c'est une autre question. Et d'ailleurs, c'est comme la proclamation du sommet de l'Union africaine aux problèmes africains, solutions africaines. Je suis d'accord avec cette décision. Mais le problème, ce n'est pas l'intention. Le problème est ailleurs. Je pense que les dirigeants africains, voire même les responsables de l'Union africaine, ne sont pas encore compris la gravité du terrorisme et des menaces asymétriques en Afrique. C'est ça le problème. On traite le terrorisme, on traite les conflits asymétriques comme si c'était juste des conflits ordinaires. Et je pense qu'ils n'ont pas compris stratégiquement et politiquement et militairement comment faire face à cette situation catastrophique. Il faudrait une réponse, une réaction différente. Vous venez de le souligner, Paul Kananoura, mais là, ça demande l'implication forte de chaque État africain. Tout à fait. Effectivement. Vous savez, cette problématique de terrorisme a véritablement commencé dans cet espace-là dans les années 2012. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Les États frontaliers de ce pays, qu'est-ce qu'ils ont mis en place durant tout ce temps pour que, lorsque cela voudrait advenir
au niveau de leurs frontières, au niveau de leur nation, ils puissent vraiment prendre les dispositions requises. Je pense que c'est ce qui a manqué au Burkina Faso. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, qui apparemment était épargné, se retrouve aujourd'hui au cœur et très victime de cette problématique. Il y a effectivement le problème d'incapacité ou de la faiblesse de la puissance militaire de nos pays africains. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour remédier à cela? Nous avons signé des accords de coopération militaire avec beaucoup de nations étrangères, avec beaucoup de puissances étrangères. Mais comment est-ce que nous suivons ces accords de coopération? Un. Deuxièmement, comment est-ce que nous préparons les jeunes d'aujourd'hui à vraiment s'intéresser à cette problématique-là? Aujourd'hui, dans nos pays, très peu de jeunes veulent aller à l'armée. Très peu de jeunes veulent aller à l'armée. Mais est-ce que la réponse n'est que militaire? La réponse n'est pas que militaire, mais il faut de la prévention. Qui veut la paix prépare la guerre. Quelles dispositions nous prenons pour pallier à ça dans les années à venir? Paul Kananura l'a dit. Oui. Il a dit, Paul Kananura, il a dit que nous prenons ce problème à la légère. Ce qui veut dire que si dès maintenant nous ne prenons pas des dispositions requises, c'est vrai, aujourd'hui les Nations Unies sont là, la MINUSMA est là. La force Barkhane est là aujourd'hui. Les Nations Unies sont en train d'accompagner. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Donc nous avons des partenaires qui sont là, qui sont en train de faire un travail, un grand travail. Nous avons certains chefs d'État qui ont pris conscience de ce phénomène-là. Le président Kagame, le président Denis Sassou Nguesso et pas mal d'autres chefs d'État qui sont en train de travailler et de mettre en œuvre des moyens et des stratégies requises. Mais cela ne suffit pas encore. Et il faille revoir nos stratégies. Il faille que nous puissions, au sein de nos propres nations, parce que nous sommes souverains, chaque nation est souveraine. Cela ne suffit pas, mais Laurent Nguémezui, nous sommes dans la dynamique de l'Union africaine et le président Cyril Ramaphosa l'a souligné au moment de son allocution de circonstance, qu'il est tout à fait déterminé à traiter les problèmes sécuritaires. Mais en même temps, l'Afrique du Sud ne va pas déployer son armée à travers tout le continent. Effectivement, toute la bonne volonté ne suffirait pas à résoudre ce problème. Il faudrait qu'effectivement les présidents africains puissent comprendre la nécessité d'unir leurs forces. J'ai suivi le président Guterres qui disait effectivement que pour résoudre les conflits en Afrique, il faudrait que les présidents africains s'impliquent davantage. Nous ne pouvons pas vouloir, je le disais tantôt, que lorsque la maison du voisin prend feu, on est inconscient, à la limite, on n'est pas concerné. Nous, ce que nous oublions, c'est ce qui arrive au Burkina Faso aujourd'hui. Quand le Mali était sous le feu de l'action, il se sentait peut-être épargné de la vague djihadiste qui, aujourd'hui, accable ce pays ami. Et il va falloir s'interroger sur la sincérité des accords et des engagements que nous prenons. Quand on regarde bien ces djihadistes ou ces groupes armés, ils ont des arrière-gardes. Ce sont les pays voisins. Mais si nous tous, nous tenons la main pour résoudre ce problème-là, ces groupes armés ne trouveront plus de zone de retrait. Parce que quand on attaque le Burkina Faso, on attaque le Burkina Faso à partir de quel pays? Lorsqu'on attaque le Mali, on attaque le Mali à partir d'un autre pays voisin. Donc si nous comprenons qu'effectivement ce qui arrive au Mali, le G5 Sahel a montré effectivement toute la bonne volonté de résoudre ce problème, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a toujours des poches de non-loi et de non-droit qui existent dans les pays voisins, qui à la limite participent d'une façon ou d'une autre à cette prolifération. Donc, il y a lieu, effectivement, que nous soyons sincères dans la prise de décision. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la Libye. Mon Excellence l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas parlé d'une même voix. L'Afrique n'a pas parlé d'une même voix. On est allé jusqu'au Conseil de sécurité prendre une résolution qui n'était pas en faveur, qui n'était pas la position de l'Union africaine. On a imposé et certains États africains l'ont accepté.
alors que beaucoup d'autres étaient contre la prise de position, et des Français et des Américains, même si la Russie s'est abstenue. Mais si l'Afrique avait parlé d'une même voix, je crois qu'on n'aurait pas assisté à ce que nous avons vu en Libye. Donc c'est ce qui se fait. Tant que c'est le pays frère qui est frappé, on pense que nous serons épargnés demain ou après-demain. Or, c'est une gangrène. Cette prolifération djihadiste et des groupes armés risque, j'allais dire, d'embraser toute l'Afrique si nous n'y prenons garde. Et il faut absolument faire quelque chose. Et l'arrivée du président Cyril Ramaphosa à la tête de l'Union africaine pourrait peut-être être une source d'espoir. Sédi Kaba, il y a eu un changement à la tête de l'Union africaine. Cyril Ramaphosa est actuellement le président en exercice. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec cette arrivée du président sud-africain? Non, je pense que honnêtement, moi j'ai beaucoup d'espoir avec la présidence sud-africaine. Le bilan de la présidence égyptienne a été, de mon point de vue, insuffisant. Sur la Libye, par exemple, l'Égypte étant juge et parti, soutenant Haftar, le dossier n'a pu avancer parce que l'Égypte ne peut pas parler avec toute neutralité. Et on n'a pas senti vraiment une certaine présence de l'Égypte dans la situation au Sahel. Donc, avec l'arrivée du président Zuma, à mon avis, les choses vont considérablement changer. Il y a d'abord la neutralité dans le dossier libyen qui fait que le président sud-africain pourrait parler aux deux protagonistes, Haftar et Sarraj. Il pourrait leur parler avec toute la neutralité et avec les chances d'être écouté. Et je suis sûr qu'il y aura une plus grande implication de l'Afrique du Sud dans le dossier du Sahel, puisque, comme vous savez, le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Si, s'était rendu en Afrique du Sud pour plaider une plus grande implication de l'Afrique du Sud en disant que vous êtes une puissance, nous on préfère que ce soit vous qui veniez plutôt que des pays occidentaux viennent nous aider. Donc il y a une chance de plus grande implication. Sur le dossier du Soudan du Sud aussi, vous savez que déjà avant d'être président en exercice, le président Cyril Ramaphosa était impliqué dans la résolution de la crise. Là aussi, il y a des chances que les choses avancent. Il est déjà annoncé que l'Afrique du Sud pourrait accueillir un sommet au mois de mai, un sommet extraordinaire sur les crises en Afrique pour essayer de voir comment les choses vont avancer. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de leviers sur lesquels l'Afrique du Sud peut agir pour faire avancer les dossiers de crise en Afrique. Et connaissant le président Cyril Ramaphosa, les prises de position, l'Afrique du Sud est un pays qui s'est libéré du joug colonial, qui a des prises de position. Vous avez vu ce que le président Zuma a dit, d'ailleurs, le président Ramaphosa a dit. Cyril Ramaphosa a dit à Addis Abeba par rapport au plan de paix américain, il a pris une position en disant que ce plan était une sorte d'apartheid. Donc il y a une tradition d'indépendance diplomatique chez les Sud-Africains qui peuvent amener à dire certaines vérités dans le règlement de crise en Afrique qui pourrait, même au prix de RT des pays occidentaux, l'Afrique du Sud pourrait prendre des positions et c'est de nature à faire avancer les dossiers. Et puis il y a la respectabilité dont joue l'Afrique du Sud, y compris par rapport à un certain nombre de pays. Tout cela ensemble me donne espoir. On attend de voir, on connaît le meilleur maçon au pied du mur, comme on dit, mais l'Afrique du Sud a des atouts pour réussir sa présidence et là où la présidence égyptienne a lamentablement échoué. Sédi Kaba, merci. Merci, Sédi Kaba. Paul Kananoura, c'est... Je vous en prie, bonne continuation. Merci. Merci. Paul Kananoura, c'est votre point de vue aussi. L'Afrique du Sud va pouvoir redonner au continent africain cet espoir de retrouver la paix un peu partout? Bien, je partage son point de vue sur le plan un peu diplomatique, mais tout dépend aussi de la volonté des autres chefs d'État. Parce que l'Afrique du Sud ne va pas imposer non plus aux autres chefs d'État ou aux autres pays d'agir. Et d'ailleurs, si on revient sur le problème burkinabé, vous savez, en 2013,
le sous-directeur Afrique d'Ouest au Quai d'Orsay était dans une conférence, comment dirais-je, une conférence en off, qu'on appelle les conférences fermées. Il a dit qu'après le Mali, le prochain pays qui va être totalement effondré, c'était le Burkina Faso. C'était en 2013. Bien, il y avait, je crois, un participant indélicat qui a filmé à son insu son intervention et qui a mis sur les réseaux sociaux, ce qui est normalement interdit dans des conférences fermées, comme vous le savez. Et donc, il y avait la colère, non seulement des autorités burkinabées, mais aussi un problème au Quai d'Orsay pour se débarrasser de lui. Mais au lieu que les autorités burkinabées prennent les mesures, analysent son discours et essaient de savoir pourquoi il a dit, de quels éléments ou de quelles informations il dispose, ils ont demandé sa tête. On l'a renvoyé du Quai d'Orsay. C'est un jeune diplomate, mais qui disait les choses, les vérités, mais en off, c'est-à-dire dans une conférence fermée. Bien, si à ce moment-là, on avait pris la mesure de la gravité du problème, on ne devait pas être là aujourd'hui au Burkina Faso. Absolument. C'est que tout simplement, on a demandé sa tête, mais on n'a pas réfléchi sur son discours, sur ses affirmations, pour prendre les mesures d'anticipation. Et ce qui est bien oui, dommage. l'Afrique du Sud a une volonté diplomatique de s'émanciper, mais est-ce que les autres vont suivre cette émancipation? Ça, c'est la grande interrogation. d'interrogation. Mais messieurs, nous avons 30 secondes pour conclure. Le temps passe tellement vite sur des sujets aussi importants. Eh bien, on va se séparer sur cette note d'espoir. L'Union africaine pourrait peut-être, grâce au président, à la présidence de l'Afrique du Sud, eh bien, arriver à de meilleurs résultats pour la paix sur le continent africain? En fait, c'est tout le bien que nous souhaitons pour l'Afrique. Nous l'avons dit que nous avons effectivement un peu de l'espoir parce qu'il faut d'abord une volonté politique et le président sud-africain Cyril Ramaphosa affiche effectivement cette détermination à vouloir régler un tant soit peu ces conflits, ces défis. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et surtout souhaiter solidarité auprès de ses pairs parce qu'il ne le fera pas seul. Nous avons dit que nous sommes des États souverains. Chacun, effectivement, devra participer à la résolution de ce problème qui... à cet effort de construction de la paix. À cet effort de construction de la paix. Donc, nous sommes, tout en n'étant pas tout à fait optimistes, parce qu'au regard des expériences du passé, on peut s'interroger, mais... Nous lui souhaitons bon vent et nous pensons que finalement, enfin, l'Afrique parlera d'une même voix pour la résolution de ces problèmes. Gageons qu'on y arrive. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Laurent Nguemezui, président du RPG Rassemblement pour le Gabon et président d'une plateforme de partis de l'opposition qui œuvre pour l'avancée de la démocratie et le renforcement des droits de l'homme ainsi que de la consolidation de l'état de droit au Gabon, en Afrique centrale. Lagrange Siménou Agnampé, consultant et directeur du cabinet Liege Council, je me retrouve. Et enfin en ligne de Bordeaux en France, Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela et spécialiste de la gestion des conflits. En ligne également d'Abidjan, cette fois, Sédik Abba, qui est géopolitologue et spécialiste de l'Afrique. Merci messieurs d'avoir été en notre compagnie et de nous renouveler votre fidélité. Vous pourrez bien sûr suivre cette émission en rediffusion aux heures habituelles, mais également sur YouTube. Très bonne suite de programme.